Pourquoi tant de haine envers les médias? C'est à cette question et à beaucoup d'autres que tente de répondre François Josse dans son livre Médias, sortir de la haine, avec un point d'interrogation à la fin. Comment est-on passé de la défiance à la haine? De quels mots accuse-t-on les médias? Et que faire pour rétablir la confiance des Français envers ce contre-pouvoir, faut-il le rappeler, indispensable en démocratie? Bonjour François Josse. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, sémiologue, fondateur du Centre d'études sur les images et les sons médiatiques. Donc votre livre Médias, sortir de la haine, point d'interrogation, est paru aux éditions du CNRS. C'est une référence. Pourquoi un point d'interrogation? Vous auriez aimé qu'on y reste dans la haine? Non, c'est pas ça. C'est une très bonne question parce que le point d'interrogation, j'ai eu du mal à l'imposer. Mon éditeur n'en voulait pas parce qu'il paraît qu'on ne met pas de point d'interrogation dans les titres. Non, mais peu importe l'usage. Oui. Que veut-il dire dans votre esprit? J'y tenais. Pourquoi? Parce que c'est pas un livre de recettes. C'est pas un livre qui vient dire voilà comment il faut faire, etc. C'est un point d'interrogation qui signifie est-ce que vous êtes d'accord, vous aussi, pour sortir de la haine et faire cet effort ou non? C'est une proposition. C'est une bonne question. Tout le monde n'est pas d'accord? Vous pensez qu'il y a des gens qui se complaisent dans la haine et dans ce climat délétère? Bien sûr, j'en suis certain. Quand je vois, s'il suffit d'aller sur certaines pages de Facebook pour voir la haine, par exemple, ces derniers temps avec les anti-masques, il y a toute une campagne contre les médias. De toute façon, ils nous mentent. De toute façon, ils sont inféodés aux puissances de l'argent et au pouvoir, etc. Pardonnez-moi, ça c'est pas de la haine. On a le droit de dire que les médias mentent, on a le droit de le penser, et si c'est argumenté, ça n'a rien à voir avec la haine. Vous savez très bien qu'on nous a menti, puisqu'on nous a expliqué pendant des mois, je suis pas du tout un anti-masque, on nous a expliqué pendant des mois que les masques ne servaient à rien, et maintenant on a une amende si on n'en a pas. Donc il faudrait savoir. J'essaie de montrer dans le livre la différence qu'il peut y avoir entre la critique et la haine. Moi, ça fait 40 ans que je critique les médias. Ouais. Je veux dire, j'en fais même des cours. Je pense que j'ai même souvent des journalistes que je rencontre qui ont été mes étudiants. Donc, je sais ce que c'est que critiquer. Mais il ne faut pas pour autant, si vous voulez, arriver à se boucher les oreilles et à ne plus vouloir... Il y a un tiers des Européens qui n'écoutent plus les informations parce que ça les déprime. Alors, moi qui adore l'information, moi aussi d'ailleurs, par moments je ferme parce que j'en ai marre. Avec le Covid, d'entendre tout le temps des trucs sur le Covid, j'en peux plus. Ouais. Et donc, vous savez, pendant le Brexit, il y a eu une chaîne de télé anglaise qui a carrément dit on est anti, on ne pourra plus parler du Brexit chez nous. On arrête, stop Brexit. Et je me souviens de cette campagne Stop Brexit. Voilà. En même temps, vous savez très bien que si les médias ne parlaient pas du Covid, il y aurait exactement le même phénomène de rejet en disant pourquoi ils ne parlent pas d'un sujet aussi important. Quoi qu'on fasse, on a tort parfois. Bien sûr, mais il y a aussi la façon. On va y venir. Justement, on arrive à la façon. Vous écrivez ceci: des insultes aux actes violents, il n'y a qu'un pas. Aux États-Unis, Anna Navarro, consultante républicaine modérée et critique du président Trump, s'est élevée contre ces insultes continuelles envers les médias. C'est elle qui parle. Il va bien trop loin. C'est une incitation à la violence. Et elle ajoute: il va finir par faire tuer quelqu'un dans les médias. Si j'ai écrit ce livre, c'est précisément parce que je suis persuadé, là c'est vous qui parlez, que ce risque existe. Vous avez vraiment peur de ça en France ? Écoutez, vous voyez venir des morts? Attendez, pendant la crise des Gilets jaunes, il y a eu un incendie, c'est France Bleu Isère qui a été incendié, il y a eu des kiosques à journaux qui ont été incendiés, il y a des journalistes qui se faisaient agresser. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre. C'est-à-dire que, je veux dire, quand on en arrive à des actes comme ceci, quand on arrive... Vous savez, allez sur Twitter et faites le hashtag Merdia. Et ben, à n'importe quel moment... Dites ce que c'est pour les gens qui ne savent pas. Les médias, c'est de la merde. C'est la contraction des médias et de merde. Pardon de le dire. Et en plus, l'avantage que ça a, c'est que c'est international. C'est-à-dire que les Espagnols l'emploient aussi. Et c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a cette haine continuelle qui se transforme, effectivement, éventuellement, si ce n'est en mort, au moins en agression très grave. Votre constat, c'est celui-ci. L'heure n'est plus à la discussion qu'on revendique, vous et moi, ici, mais à la haine. Comment cela a-t-il basculé de l'un vers l'autre? Alors, je montre d'un point de... Il y a une partie historique, parce que je crois que c'est très important d'essayer de situer les trucs. Il y a eu plusieurs moments où les médias ont perdu la confiance. En 88, la confiance dans les médias était assez grande. Et puis, il y a eu, alors pour les plus jeunes, ça dit pas grand-chose, mais il y a eu ce charnier de Timișoara pendant la révolution roumaine, où on a fait croire, que les révolutionnaires, entre guillemets, ont fait croire qu'il y avait eu un charnier, que Ceausescu avait abattu des milliers. On a dit 12 000 personnes, alors qu'on en envoyait 12.
sur l'écran, c'est absurde. Il y a eu la guerre du Golfe, où le direct a été totalement mis en cause et où CNN a montré la guerre en direct et ça a posé des questions pour les journalistes eux-mêmes qui se sont posés des questions. Il y a eu 1995, alors avec un écart considérable entre les journalistes et les Français, c'est-à-dire que les journalistes se sont réjouis des mesures de Juppé sur la sécurité sociale et les Français ont fait des manifs absolument incroyables. Donc on a vu qu'il y avait une coupure entre les deux. Jusqu'à, pour aller vite, parce qu'il y a eu d'autres cas, mais en 2015, les attentats où certains journalistes ont dit qu'il y avait dans une chambre froide de l'hypercachère des gens qui s'étaient réfugiés et donc où les médias ont joué un rôle effectivement là très négatif. En l'occurrence, là c'était vrai et c'est ce qu'on a reproché aux médias, c'est que comme ils donnaient une information vraie mais confidentielle, ils donnaient des infos aux terroristes. Puisque vous en parlez, est-ce que l'arrivée des chaînes infos en continu a contribué à cette haine croissante envers les médias ? Oui, je pense en partie. Pour quelle raison ? D'une part, parce que il faut constamment montrer ce qui ne va pas, parce que sinon il n'y a pas d'info. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, les gens en ont marre, c'est-à-dire que ça pèse sur leur morale très très fortement. Et puis d'autre part, il y a la multiplication des prises de parole des experts avec les contradictions qu'on voit. Et une des choses toutes simples que je montre dans ce livre, c'est que on confond très vite contradiction, erreur et manipulation. Par exemple, pendant l'attentat de Strasbourg, il y a eu une annonce qu'il y avait eu 4 morts. Et puis le lendemain, on a dit 2 morts. Ça suffit pour déclencher tout un climat d'agression envers les médias en disant mais ils se foutent de notre gueule, on vous dit un jour 4 morts, le lendemain 2 morts, etc. Et ça, on l'a vécu avec le Covid constamment. C'est-à-dire, un docteur nous disait ça, et puis le lendemain, il y en avait un autre qui disait le contraire. Et en plus, en l'occurrence, c'était exact, puisqu'il y avait un docteur qui disait une chose et l'autre le contraire, et les médias se faisaient la caisse de résonance de ces choses-là. Je remarque, vous en parlez dans votre livre, que pour la première fois, des gens marchaient sur des organes de presse. C'était pendant la crise des Gilets jaunes. On en parle, et de beaucoup de choses encore, avec François Jost, avec nous dans Culture Médiale. Nous sommes avec François Jost, professeur émérite à la Sorbonne et sémiologue, et qui signe Médias, sortir de la haine avec un point d'interrogation. C'est publié aux éditions du CNRS. On parlait des Gilets jaunes parce que vous avez étudié ce mouvement, évidemment. On est en 2018, c'est même la couverture du livre, le visuel. Selon vous, c'est un déclencheur ou c'est un révélateur de cette haine envers les médias ? Je pense que c'est un peu un déclencheur. C'est une bonne question. Révélateur, déclencheur, je ne sais pas exactement. Mais c'est sûr que j'ai écrit ce livre pour cette raison-là. D'une part, en me demandant pourquoi justement cette haine, et d'autre part, en essayant de voir quelle était, comment dire, la philosophie implicite des Gilets jaunes par rapport aux médias. Qu'est-ce qu'ils pensaient qu'un bon média serait ? Et par exemple, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment on a valorisé, du point de vue technique, le plan séquence. C'est-à-dire que pour les Gilets jaunes, ce qui était la vérité, c'était de montrer des plans sans montage et des plans séquences. Or, dans les chaînes d'information, c'est extrêmement difficile de faire ça parce que le direct demande d'être fragmenté constamment pour donner l'impression justement d'être en prise sur l'événement. Et d'où le succès de certaines chaînes sur YouTube, comme celle de Rémi Buzine par exemple, qui était en direct continuellement, qui allumait la caméra et qui la laissait tourner pendant 30, 40, 50 minutes. Et RT. Et RT, la chaîne RT France, russe, la chaîne russe. RT France, qui faisait ça continuellement. Et bon, je montre, si vous voulez, pour un théoricien de l'image, on sait que c'est un petit peu naïf, parce que de toute façon, le montage et le direct ne s'opposent pas. Un match de foot est monté en direct. Oui. Sinon, on s'emmerderait, je dirais. Ouais. Non, mais mécaniquement, on n'a pas les moyens de mettre 10 caméras de télévision autour d'une manif. Et d'autant plus qu'on ne sait pas normalement exactement, et on ne savait pas où elles allaient. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les Gilets jaunes, en fait, l'image était réduite très fortement au corps de celui qui manifestait, c'est-à-dire c'était le point de vue de celui qui manifestait pas. Et d'une certaine façon, évidemment, si on faisait ça annulait le contradictoire. D'une certaine façon, ça annulait les forces de l'ordre, etc. Et donc, on voit comment ce qu'on demandait aux médias, c'était au fond une subjectivité très grande. Avec ceci, vous parlez de subjectivité et en même temps, un reproche qui a été fait, c'est le manque d'objectivité. Oui. Reproche parmi tant d'autres qui était fait aux journalistes, c'était de ne pas montrer les vrais gens.
Mais c'est quoi les vrais gens? Alors ça, Qui sont les vrais gens? Ça, c'est très intéressant parce que les vrais gens, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est une expression qui est arrivée avec la télé-réalité. Ouais. Bon, et ce qui est vrai, et ce qui a déclenché, je pense, aussi les mouvements des Gilets jaunes, ce qui est absolument vrai, c'est qu'il y a toute une catégorie de gens qui n'apparaissaient plus à la télévision. Ouais. Autant dans les années 50, 60, il y a des reportages magnifiques sur ce que sont les mineurs, les agriculteurs, les instituteurs, etc. Autant dans les dernières années, le CSA a montré dans des rapports que, par exemple, dans le journal télévisé, vous avez 78% des gens qui apparaissent étaient des cadres sup, alors qu'ils sont 25% en France. Certaines professions n'apparaissent pas, ou n'apparaissent que dans des jeux. Beaucoup de professions d'employés, oui, intermédiaires, n'apparaissent pas. Et effectivement, je veux dire, ça commence à enlever beaucoup de dignité aux gens. C'est-à-dire les gens disent « mais nous, on n'existe pas ». Et un des points forts, peut-être, un des points positifs du Covid, c'est que ces gens sont réapparus. C'est-à-dire que tous ceux qu'on ne voyait pas, qu'on invisibilisait, les infirmiers, mais aussi les éboueurs, les brancardiers, etc., tout d'un coup, ils avaient une vie, ils ont existé. Comment on peut sortir de cette contradiction? Les Gilets jaunes critiquaient les médias en disant « on ne parle pas de nous », et les gens, qui n'étaient pas forcément des Gilets jaunes, critiquaient les médias en disant « ils font la part trop belle aux Gilets jaunes ». Eh ben, je crois que c'est très compliqué parce que, objectivement, une étude de l'INA a montré qu'on avait évidemment parlé énormément des Gilets jaunes. Près de 20% de tous les JT, ça a été consacré aux Gilets jaunes. Mais je crois que le vrai problème, c'est que, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Ouais. Et moi, ça m'a toujours frappé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais lors des débats pour les présidentielles d'entre-deux tours, selon son avis, on trouve que son candidat était meilleur que l'autre. Évidemment. Voilà. Et donc, il n'y a aucune objectivité là-dedans. Et donc, je crois que ce qu'il faut apprendre, évidemment, c'est ce que les journalistes savent très bien, mais que il faut redire, c'est que le contradictoire est la raison d'être de la démocratie. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir des gens avec qui on n'est pas d'accord dans les médias, et c'est pas pour autant qu'on doit les détester. Ce qui est arrivé un petit peu avec les Gilets jaunes. Il faut quand même reconnaître, et là je vais prendre le point de vue adverse, que je me souviens par exemple du référendum pour l'Europe. Je crois qu'une étude avait été faite qui montrait que 97% des journalistes, des éditos étaient pour le oui à l'Europe, et c'est le non qui l'a emporté. Oui. Donc il y avait quand même très très peu de diversité d'opinion. Oui, ça c'est vrai. Dans la case des journalistes. C'est une des raisons aussi de la détestation, c'est l'impression que les journalistes forment un microcosme, une caste qui est coupée du monde. Est-ce qu'on jouait le fait que certains hommes politiques ont osé s'attaquer aux médias, ce qui ne se faisait pas du tout avant? Je pense à Jean-Luc Mélenchon ou je pense à Marine Le Pen. Ben oui. Alors, une des choses que je montre, je pars d'un discours de Le Pen, le père, en 2000, et je montre que toute la haine qu'il a contre les médias, etc., tous les mots qu'il emploie, on les retrouve aujourd'hui dans la bouche aussi bien de Mélenchon que d'autres. Quels mots ? Par exemple, là vous me prenez un petit peu. Par exemple, le fait que dire que les médias sont gouvernés par des gauchistes venus de 68, etc. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui reproche aux médias d'être tenus par des gauchistes. C'est pas Mélenchon en l'occurrence. Non, de Jean-Marie Le Pen. Je pense à d'autres. Oui. Non, ou évidemment à sa fille. Mais oui. Entre la critique et la haine des médias, il y a une troisième voie. Vous en avez parlé un petit peu. Éviter d'allumer la radio ou d'aller sur un site d'info pour pas plomber sa journée. Vous êtes de quelle voie vous-même, François Josse, maintenant? Première, deuxième ou troisième voie? Alors, critiquer les médias, c'est mon boulot. Ouais. Donc, il est hors de question que ça s'arrête, évidemment. Mais je veux dire, il faudrait. Alors bon, critiquer les médias me paraît très important, mais il faudrait que les médias, je veux dire, l'acceptent aussi. C'est-à-dire que, je veux dire, quand vous faites une critique sur les médias, parfois vous faites complètement démolir par les journalistes. Or, il faut admettre qu'on puisse participer. Je pense que un des problèmes, c'est d'être à l'écoute de ce que veulent les gens. Quand il y a un problème d'information, les journalistes se défendent en disant mais on va très vite, on a la hiérarchie, on a des tas de trucs comme ça. Mais le public, en fait, il s'en fout un peu de ça.
Lui, ce qu'il veut, c'est une information qui le satisfait. Autre reproche qui est fait, ce sera ma dernière question, c'est que les médias sont à la solde du pouvoir. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Est-ce que ça vous fait sourire? Oui. On a l'impression, avant, il y avait Perfit qui était ministre de l'Information. Oui. On a l'impression que c'est plus lui qu'avant. Comment est-ce que c'est perçu? Et dans les faits, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai que, notamment les Gilets jaunes ont ravivé cette idée que les médias étaient inféodés au pouvoir, que c'était de Télé-Macron, et d'autre part, que des grandes puissances d'argent tenaient tous les médias. Ce qui est assez vrai, hein, je veux dire, mais ça n'est pas nouveau non plus. On a eu Hersant qui avait toute la presse à un moment, on a eu Dassault, je veux dire, c'est pas nouveau. Alors, il faut quand même rappeler que l'opposition n'est jamais apparue à la télévision, sauf en période électorale, avant 1969. Il faut rappeler qu'effectivement le ministre de l'Information, heureusement ça n'existe plus, le ministre de l'Information venait présenter dans le journal télévisé de Léon Zitrone les réformes du journal télévisé. Certains chercheurs ont montré par exemple que pendant De Gaulle, enfin pendant la période de De Gaulle, des fictions étaient écrites par des ministères pour dire un certain nombre de choses qu'on voulait faire passer. On peut multiplier les exemples comme ça, donc c'est mieux aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est ma réponse est très claire. C'est mieux aujourd'hui. Quel plaisir d'entendre cette phrase, c'est mieux aujourd'hui, après avoir entendu tous les jours, c'était mieux avant. Merci beaucoup François Josse. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, vous êtes sémiologue. Sémiologue, c'est l'étude des signes. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Médias, sortir de la haine. Il y a un point d'interrogation et c'est paru aux éditions du CNRS. Et là, je mets un point d'exclamation.